Bonjour à tous, Guns et Fenat, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnel talk show sur l'Olympique Lyonnais. Trêve oblige, on vous a concocté un numéro spécial d'utilité publique sur nos gones et on s'est posé la question de savoir combien nos joueurs sont cotés s'il y avait un Argus du football. Et on a invité d'ailleurs deux experts pour en parler. Alors le premier, vous le connaissez, il a déjà participé à l'émission, c'est Lucas. Lucas qui est déjà un amoureux de la data, un grand supporter de l'OL et qui fait régulièrement nos émissions spéciales Mercato. Alors salut Lucas, très content de t'avoir à nouveau pour parler de notre Olympique Lyonnais. Salut Alex, comment vas-tu? Bah écoute, très content de pouvoir passer sur But comme la dernière fois. Ça fait maintenant quelques émissions, je suis très content, comment être habitué un petit peu. Et je suis bien entouré aujourd'hui, donc on va bien pouvoir parler valeurs, des joueurs, c'est intéressant, super intéressant. Alors notre deuxième invité est un docteur en géographie de base, mais un passionné de football qui a fondé en 2005 avec son ami Raphaël Epioli l'Observatoire du football, que l'on connaît davantage sous le nom de CIES, qui est basé à Neuchâtel en Suisse. C'est Loïc Ravenel. Bonjour Loïc, très content de t'avoir dans cette émission. On va pouvoir s'appuyer sur le modèle que vous avez développé au CIES pour bâtir justement ces cotes. Merci d'abord pour l'invitation de participer à cette émission. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de l'Olympique Lyonnais. Bon, je connais quand même un petit peu ce qui s'y passe et quels sont les joueurs. Mais effectivement, ça peut être intéressant d'aller confronter à la fois notre vision d'une modélisation un peu scientifique des valeurs de transfert et finalement l'intérêt qu'ont les supporters et les suiveurs d'un club par rapport à leurs joueurs et leur valorisation, surtout dans un contexte économique difficile. Bref, on va voir ça ensemble et j'espère que les gens et les différents spectateurs vont être éclairés. Alors justement, dans cette émission, tu nous expliqueras le modèle, tu décrypteras aussi avec nous certaines cotes, parce qu'il y en a qui peuvent un peu surprendre, mais c'est important que tu sois là pour les expliquer. Donc on a des cas particuliers qu'on te fera traiter. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, en cotation de joueurs, il y a deux modèles. Il y a le modèle Transfer Market et le modèle CIES. CIES, c'est approche plus scientifique des choses. Et c'est justement ça qui nous intéressait parce qu'on veut décorréler un petit peu le côté passionnel pour se focaliser justement sur le chiffre en lui-même et la valeur réelle d'un joueur et sa cote réelle. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a invité Loïc et donc vous verrez dans l'émission les différences et vous les comprendrez. C'est le but aussi, c'est d'expliquer le modèle, c'est très important. Alors avant de démarrer, vous en avez l'habitude, les recommandations d'usage YouTube, le pouce, les commentaires, surtout que ça va être très commenté cette vidéo, hein, probablement qu'il y aura beaucoup de commentaires, on y répondra, les boosts qui donnent de la force, et puis ceux qui ne l'ont pas encore fait, je le redis, abonnez-vous à la chaîne, ça fait grossir notre communauté, et c'est très important. Premier volet, on va faire comme la semaine dernière avec l'arbitrage. Le système des poupées russes. On rentre dans le général, particulier. Donc là, premier volet, ça va nous amener à répondre à la grande question, qui vendre cet été? Déjà, il est important de replacer le contexte financier de l'OL. C'est un club qui est loin d'être tiré d'affaire. D'abord, on ne sait pas si l'OL se qualifiera pour l'Europe et dans quelle compétition. Il y a quelques semaines, on aurait juré la Ligue des Champions. Aujourd'hui, si on évite la Ligue Europa Conférence, on est content. Et surtout, ça va jouer sur les revenus futurs et donc le besoin de vendre. Donc, c'est un point vital. L'autre point, c'est l'encadrement par l'UEFA de l'OL jusqu'en 2029. Ça fait long. Ça fait plusieurs années à être sous surveillance. C'est pas simple. On doit rendre des comptes et surtout répondre à un déficit autorisé. Autre point, le passage devant la DNCG en juin prochain. On est un peu plus serein que quand John Textor y allait, quand il y a Michel Kang et Michael Gerlinger qui y vont, on va pas se mentir, hein, mais il y a toujours cette petite peur. On a vécu des choses assez fortes avec la DNCG ces dernières années, donc c'est un élément à prendre en compte. L'élément suivant, voilà, il y a là aussi, je ne l'ai pas mis dans le slide, mais c'est la possible vente du club. On l'a dit, il y a des soucis actuellement au sein d'Eagle Bitco, des gros changements qui se préparent, possible mise en vente de l'OL. Mais bon, ça vaudrait une émission spéciale et c'est pas l'objet aujourd'hui. Si il y a besoin de faire une émission, on invitera David Glusman et Malek, qui sont les spécialistes de la question. Et ça se passera comme ça. Il y a un autre point à prendre en compte, la facturage, parce que l'OL a actuellement des dettes liées à la facturage réalisée par John Textor.
120 millions de dollars quand même, en global. Et surtout, l'une des sociétés d'affacturage a attaqué la semaine passée l'OL pour le transfert d'Igor Jesus en réclamant près de la moitié de cette somme. Donc c'est un point quand même sensible. Et le dernier point sensible, c'est la dette financière, dont on attend de connaître l'ampleur. Dernier chiffre en date, celui qu'on connaît, 540 millions d'euros, mais il date d'il y a 1 an et demi, donc il commence à avoir besoin d'être rafraîchi. Loïc, tu l'as dit dans le suivi expertise de l'OL, mais que t'inspire ce contexte général autour du club? C'est un peu anxiogène quand on m'écoute parler. Alors, c'est vrai, quand on t'écoute parler, qu'on voit les chiffres, c'est effectivement un peu anxiogène. On l'a vu la saison précédente avec en fait, la vraie fausse relégation de l'OL, et on s'est rendu compte de la fragilité finalement de ce club, mais plus généralement de la fragilité des clubs de football en général. Et français aussi en particulier actuellement, avec la baisse des droits TV, on est tous au courant de ces éléments-là. Ce que ça m'inspire, c'est que d'abord, on a pendant très très longtemps pensé, et notamment les chefs d'entreprise qui investissaient dans le foot, qu'on pouvait décorréler le foot des résultats. Ça a été des grands modèles qui ont été mis en place ces 20 dernières années en disant il faut développer le stade, il faut développer de l'activité pour rendre les résultats aléatoires. Enfin, pardon, pas aléatoires, mais pour que les résultats n'aient plus d'impact quasiment sur la viabilité du club, et que le club vive par lui-même comme une marque, et que certains peut-être ont réussi à faire. On voit là que, vous en discutez il y a avant Noël, la situation sportive était au beau fixe, et elle envisageait presque tous les problèmes de la facturage, les problèmes de passage à la DNCG allaient être éliminés par le simple fait d'être qualifié en Champions League parmi les 3 premières places, avec les revenus espérés, etc. Et puis là, on se retrouve avec un club qui subit, ou du moins qui ne gagne plus depuis quelques temps. Alors, c'est pas de chance, c'est un poteau, c'est un but à la dernière minute, c'est ce genre de choses. Et on ressort, et les éléments financiers paraissent beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient il y a 3 mois. Donc, on voit que pour des clubs comme l'OL, et pour beaucoup de clubs de foot, finalement, malgré cette volonté de créer des actifs à travers le stade, de créer des actifs à travers les joueurs, de créer des actifs à travers les marques, le sportif, il reste toujours un élément essentiel. Et il va poser problème ensuite, puisqu'on va être dans une discussion qui vendre. Et qui vendre, c'est finalement, si on vend ses meilleurs joueurs sportivement, on va perdre des éléments. Et pourtant, ce sportif est à la base des résultats financiers aussi. Donc, moi, ça m'inspire un peu ce paradoxe-là, où on est face à un club qui n'a pas ou qui n'a plus cette capacité à être au-dessus de ses résultats sportifs. Et c'est d'autant plus difficile, délicat à en parler par la suite, puisque vendre des joueurs, c'est se priver de résultats sportifs, et inversement. Alors Lucas, dans toutes ces épées de Damoclès sur la tête du club, il y en a quand même pas mal. C'est laquelle qui t'inquiète le plus, toi? Moi, je pense que déjà toutes m'inquiètent. On les avait beaucoup oubliées, justement, comme l'a dit Loïc, avec les bons résultats. On avait oublié un petit peu tous ces problèmes d'affacturage qui sont pour moi. Moi, je pense que l'affacturage, c'est ce qui me pose le plus gros problème, à mon avis, puisqu'en fait, ça concerne l'OL, mais indirectement, parce que Igor Jesus, il n'a jamais joué à l'OL. C'est des joueurs qui n'ont jamais porté le maillot de l'OL. Et pourtant, c'est nous qui sommes, a priori, redevables de ceci. Et a priori, et la dette. C'est signé au long de l'OL, donc même si jamais c'est des transferts de Botafogo, c'est signé au long de l'OL. Et l'OL est lié à ses contrats, en fait. C'est ça le problème. Donc, c'est même pas du a priori. Pour la dette financière, alors pour avoir écouté Malek, etc., les experts là-dessus, ils disent que la dette, c'est pas grave en soi. Ça reste un chiffre, ça peut être refinancé. Le problème, c'est que la facturage, je pense que l'échéance, elle est plus pressante. Et ça inspire que des mauvaises choses. Avec les intérêts, j'ai écouté une bonne vidéo, je crois que c'est sur Mika, ou je sais plus qui c'est qui en parlait, les intérêts liés à ce facturage qui sont à échéance très rapide. Ou c'était Molina qui en parlait, Romain Molina. Oui, c'est Mais c'est un peu le cumul de tout qui fait que, déjà pour la DNCG en juin, moi, honnêtement, je vous le dis, je reste inquiet, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à chaque série de défaites qu'on a, on nous sort de nouvelles preuves matérielles qu'on a des problèmes. Donc le passage DNCG, d'ici là, j'ai envie de te dire, c'est encore loin, et on peut encore avoir pas mal de surprises à la direction. J'espère que ça va s'arranger, mais
je suis très inquiet sur à peu près tout ce que tu nous as annoncé là. Il n'y a rien qui me rassure, hein, je te le dis. Alors, comme souvent dans ces cas-là, il y a une variable d'ajustement. Cette variable d'ajustement, elle est universelle dans tous les clubs. C'est les joueurs en meilleurs actifs. Donc là, dans ce slide, je présente ces actifs qui sont à disposition de Paulo Fonseca. On a 29 joueurs professionnels sous contrat, incluant les jeunes, donc y compris ceux qui n'ont pas de valeur et qui ne jouent pas. On a 3 joueurs en option d'achat actuellement, dont les options n'ont pas encore été levées. 7 joueurs qui reviendront ou non de prêt, parce que 4 ont une option d'achat dans le lot. On peut espérer que Dougie Kaletacar ne revienne pas, que Matt Turner ne revienne pas, ça on peut le souhaiter, que Paul Akwaku ne revienne pas, mais voilà, ce sont des joueurs en option d'achat ailleurs. Voilà. 2 joueurs en fin de contrat, Rachid Ghezal et Ansat Obor, qui est prêté. Ansat Obor est prêté, mais il est libre. Il a la particularité d'être prêté et en fin de contrat. Donc, qui est dans cette optique de joueur en fin de contrat. Et un pré-sec, celui d'Hendrick, que j'ai pas mis dans la liste, qui rentre pas en compte dans le calcul. Mais voilà, le calcul ne prend en compte que les joueurs sous contrat avec le club actuellement présents. Pas les prêtés extérieurs, pas les autres. Et on arrive à une valorisation globale par le CIES à 290 millions d'euros environ. Environ, parce qu'on est à 288 sur les cotes qui existent. Et il y a quelques joueurs de cotes inférieures à 1 million d'euros où il n'y a pas avec exactitude le montant. Donc, on a rajouté quelques millions. Donc, c'est pour ça qu'on est à environ. C'est les chiffres que tu m'as communiqués, Loïc. C'est le moment de nous expliquer comment fonctionne la méthodologie de calcul de votre algorithme pour aboutir à la valorisation finale des joueurs. Alors là, j'espère que je ne vais pas faire un tunnel. Il faut me couper parce que ça peut être un petit peu long. Non, juste une remarque. On est à 280 millions d'euros. On voit qu'on est encore loin des dettes et de tous les chiffres évoqués jusqu'ici. Donc, on pourrait vendre toute l'équipe si on arrivait à cette valeur. Hein. Mais il faudrait recomposer, jouer avec des joueurs soit qu'on récupère sans année de transfert ou avec des jeunes du centre de formation. Et on sent bien que ça serait effectivement très difficile. Et puis changer toute l'équipe, c'est jamais une bonne solution. On va revenir sur ces débats. Oui, alors dans le cas du CIES, Centre international d'études du sport basé à Neuchâtel, effectivement, je travaille à l'Observatoire du football, qui est une des composantes de cet organisme, qui fait plein d'autres choses par ailleurs. Et c'est vrai que depuis, ça fait bien une dizaine d'années, même 12 ou 13 ans, je crois, en 2013, on a démarré. On s'est intéressé à essayer de modéliser finalement les valeurs de transfert. Alors suite finalement à les demandes de nos partenaires, on travaillait avec des clubs, ça serait intéressant que vous fassiez ça. Donc on s'est lancé là-dedans. Alors on va tout de suite faire la différence. Tu as parlé tout à l'heure de Transfermarkt et de chez nous, puisqu'on est à peu près souvent sur les deux cités. Certains font des moyennes entre les deux. Est-ce que nous sommes la police ou les organisateurs des manifestations? Je ne sais pas. Mais bref, on fait des moyennes entre les deux très souvent. Alors, je vais parler juste de Transfermarkt en 2 mots. Transfermarkt est basé sur l'intelligence collective des adhérents ou des gens qui sont inscrits à Transfermarkt et qui, à partir, on pourrait dire, c'est une sorte de forum de discussion dans lequel on va voter pour la valeur d'un joueur, en supposant que les fans de football ou les gens intéressés ont une expertise sur le sujet et peuvent dire, voilà, ce joueur a telle valorisation sur le marché. Ensuite, il y a des modérateurs qui vont éviter effectivement qu'il y ait des chiffres totalement absurdes, notamment pour des joueurs, par exemple, sur lesquels qui intéressent personne, où il suffirait que le papa ou la maman ou le frère fasse monter, ou l'agent, bien évidemment, ça arrive, fasse monter la valeur du joueur et puis ça passe, etc. Alors, cette méthode a plusieurs avantages. L'avantage, c'est d'abord, elle est applicable à n'importe quel joueur, finalement, puisque on n'a pas besoin de valeur statistique pour définir une valorisation. Elle est basée sur une certaine expertise. Il est vrai qu'il y a des facteurs qu'on ne peut pas prendre en compte avec des données, on va dire, très chiffrées, mais qui sont possibles à prendre en compte. Par exemple, le fait qu'un très grand club s'y intéresse, que ce joueur est en concurrence avec d'autres, qu'il vient de marquer un but fabuleux en Ligue des Champions. Voilà, il y a tout un tas d'effets, je dirais, pas non objectifs, mais difficilement objectivables par des datas qui peuvent être pris par là. À l'inverse,
cette méthodologie, elle repose parfois sur des sensations, sur du ressenti. Alors, on va appeler ça du doigt mouillé, par exemple. Et on a des chiffres qui posent des fois problème. Par exemple, des joueurs en fin de contrat qui ont des valorisations, alors qu'on sait très bien que ce joueur, tu parlais d'Hybrid tout à l'heure, actuellement, il est valorisé à 2 millions d'euros chez les Transfermarkt. Bon, chez nous, il est à 0, je crois, parce que tout simplement, il arrive en fin de contrat et à la fin du mercato, il pourra partir libre. Et ce genre de choses n'est souvent pas pris. Il y a une confusion entre la valeur d'un joueur au sens sa valorisation en tant que joueur et la notion de valeur de transfert qui est finalement celle à laquelle il pourrait partir dans le cadre d'un mercato. Voilà. Mais de l'autre côté, c'est très bien d'avoir aussi cette opportunité-là à travers Transfermarkt. Alors chez nous, c'est une démarche totalement différente puisqu'on a modélisé. Alors modéliser, ça veut dire essayer de comprendre à travers un certain nombre de mécanismes, comment se crée la valeur de transfert. Alors, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, ça s'est fait avec beaucoup d'ajustements, de réflexions, d'échanges avec les acteurs du système, alors avec les clubs, avec des agents, pour essayer d'abord d'approcher au mieux. C'est-à-dire qu'il faut que le modèle soit compréhensible pour le milieu. Il faut qu'il fasse sens aussi parmi les acteurs du jeu pour qu'il soit aussi valable et qu'il ait une certaine importance. On s'est basé aussi statistiquement sur tous les transferts réalisés depuis déjà le début des années. Bon, je crois qu'on a 20 ans de recul sur les transferts. Avec à chaque fois, tel transfert, il se réalise, quel est l'âge du joueur, depuis quand il joue, avec quel club, quelle était la durée de son contrat, pour essayer de monter une base de données avec tout un tas d'indicateurs permettant ensuite de monter mathématiquement ces modèles. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, on va dire, ça ressemble à un algorithme dans lequel vous rentrez un joueur, vous lui rentrez les différentes valeurs que vous devez avoir dans votre modèle, et puis ça vous sort un chiffre, ou du moins une fourchette, qui permet d'avoir une valeur. Et puis ensuite, après chaque période de mercato, on refait tourner la moulinette avec les transferts qui sont partis, et puis on compare entre la valeur qu'on avait prévue et quand le transfert est effectif, est-ce qu'il est parti à la même valeur, un peu plus haut, un peu plus bas? On essaye de comprendre un petit peu ensuite pourquoi. Donc là-dedans, on va en discuter par la suite, mais les principales valeurs, je dirais, qui rentrent en ligne de compte dans le chiffre que l'on sort, le premier, si on le traduit en termes d'importance, c'est la durée de contrat. C'est vraiment l'élément essentiel, qui est à l'origine, la valorisation d'un joueur, c'était en fonction de la durée de contrat restant, où on devait payer des indemnités au club qui laissait partir ce joueur, au prorata du nombre d'années ou de mois qui restaient par rapport à son contrat. Alors, il y a des effets, je ne vais pas revenir, alors on pourrait parler d'effets linéaires, non linéaires, on va rester simple, mais disons, plus le contrat est long, plus la valorisation est importante, toutes choses étant égales par ailleurs. Le deuxième point très, très important, c'est l'âge du joueur. Où là, on n'est pas tout à fait sur une relation linéaire, c'est-à-dire qu'on a un effet, plus le joueur est jeune aujourd'hui, presque, plus sa valorisation va être importante. Toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire et ça, cette tendance du marché, elle est assez récente. Quand je dis assez récente, c'est cette dernière décennie, avec notamment la mise en place de stratégies de trading des joueurs, où l'objectif, finalement, c'est derrière ce marché-là, c'est pas simplement d'engager un joueur pour sa performance, mais d'engager un joueur par rapport à sa potentielle revente. Vous engagez un joueur de 35 ans, c'est clair que, a priori, c'est pas pour la revente. Par contre, plus vous engagez un joueur jeune, plus vous vous dites, on va soit le développer chez nous et le revendre après avec une certaine valeur, mais là encore, il ne faut pas trop attendre longtemps, sinon au bout d'un moment, il arrive à un optimum qui est autour de 26-27 ans, à partir de laquelle les valeurs vont décroître. Donc, on a une sorte de courbe en U, comme on dit, avec une très, très forte importance aujourd'hui sur les joueurs de moins de 21 ans qui ont des comportements très particuliers. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Ouais. Juste après, par rapport à l'automatisation des mises à jour, la mise à jour du CIUS se fait quand? Elle se fait à peu près tous les mois. On fait ça tous les mois. On met à jour un peu le système. On va sur le site et puis la dernière mise à jour qu'on a faite, je crois qu'elle date du 20 mars.
Voilà. Après, en période de mercato, elle est faite peut-être plus régulièrement. En ce moment, c'est un petit peu plus calme. La mise à jour, c'est simplement, on met à jour à travers les transferts réalisés depuis la fois précédente, et puis ça permet. Et puis de temps en temps, on change aussi les paramètres du modèle, c'est-à-dire qu'on essaye d'ajuster pour que on ait toujours des taux on va dire des des coefficients de détermination pour les spécialistes. On est aujourd'hui à 89% pas de bons résultats, mais d'explication de la variation des valeurs de transfert. Donc, c'est pas trop mal. Voilà. On essaye de rester à peu près à ce stade-là. Après, dans la notion de modèle, alors je vais employer ce terme parce que tu l'as déjà dit, il y a la notion d'Argus. Alors, j'aime bien cette notion d'Argus, même si au départ, on l'applique pour les voitures et que là, il faut le transférer à des joueurs de football. Mais l'Argus, c'est quoi? Quand vous vendez votre bagnole, en fait, vous avez votre Clio, je sais pas, votre Clio 2014, blanche, 150 000 km, combien elle vaut? Donc, on va consulter un Argus qui va vous dire qu'une voiture de cette catégorie-là, à ce prix-là, avec moteur essence, c'est, allez, on va dire 8 000 €. Très bien. Sauf que votre Clio, vous avez changé les pneus, ils sont neufs, la peinture a été refaite, vous avez changé récemment telle chose est neuve, etc. Vous allez dire non, je vais la vendre à 10 000 parce que y a des éléments qui font qu'elle est un peu plus élevée. Ou si à l'inverse, il faut faire une réparation, ou bien elle a beaucoup de kilomètres, c'est pas cette fois-ci, c'est pas 8 000, mais c'est plutôt 6 000 qu'on va vous la proposer parce qu'on va vous faire. Là, on est un peu dans la même logique, c'est-à-dire le modèle, il est fait à partir d'un ensemble de transferts qui ont lieu dans le monde entier, donc, et il va nous donner une caractéristique générale sur le joueur. Mais cette valeur, après, elle doit être confrontée à une réalité, et puis certains joueurs, ils vont peut-être surperformer actuellement par rapport à cette valeur, ils vont être dans le hype, ils vont avoir un boost, ou à l'inverse, d'autres, ils sont en méforme depuis quelque temps, ils ont une mauvaise image, etc. Et ces éléments, où le club a besoin de les vendre, tout simplement, par exemple, un club qui se retrouve dans une situation financière délicate, a des joueurs évalués, un joueur est évalué à 10 millions, mais il faut absolument le vendre et s'en séparer, on peut le vendre à 7, à 5, parce qu'on a besoin de le vendre. Donc, après, il va falloir soit utiliser le modèle en se disant, est-ce que ce modèle, par exemple, si on trouve la même valeur, on va dire, le modèle fonctionnait très bien. Si le joueur part plus haut, soit le modèle n'est pas bon et on s'est trompé, soit on peut se dire, non, l'Argus est bon, mais ce joueur avait quelque chose en plus qui l'a fait partir plus haut. Par exemple, 2 gros clubs étaient en concurrence sur ce joueur, les prix ont monté. Ou à l'inverse, s'il part plus bas, on peut essayer de le comprendre à travers peut-être le besoin de vente d'un club, la méforme actuelle du joueur, il vient juste d'être blessé, et voilà, ça nous permet d'avoir des explications. Et donc, l'avantage d'une modélisation, c'est qu'en comprenant les éléments qui constituent la valeur, on peut essayer de réfléchir à ce qui se passe pour un joueur, pourquoi il est à telle valeur, si on le vendait à tel prix, pourquoi c'est bon, ou inversement, pourquoi ça serait moins bon à tel autre prix, et ça nous donne des éléments explicatifs. Et un dernier élément, et j'arrête là-dessus avant de développer par la suite, un modèle, ça sert aussi pour l'avenir, notamment pour bâtir des scénarios. Je me place dans la situation d'un club qui valorise son joueur à une telle somme et dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je le garde encore cette année et il va jouer tant de matchs? Ou bien il va jouer tant de matchs, en plus il devient international. Si à l'inverse, il ne joue pas cette saison, qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison? Et là, je peux avoir des chiffres en fonction des différents scénarios qui vont permettre de me dire, tiens, allez, je le vends maintenant parce que je ne suis pas sûr qu'il joue la saison prochaine, parce que soit je sais qu'il ne s'entend pas bien avec l'entraîneur, je sais qu'il a des problèmes de comportement au club, ça ne va pas le faire, je ne prends pas le risque, je pars. Donc, c'est aussi intéressant pour ça d'avoir une compréhension du système et de pouvoir, entre guillemets, jouer un petit peu avec, dans le cadre d'analyse, de valorisation future ou de prise de décision. Mais restons sur cette notion d'Argus que j'aime bien, qui va nous éviter d'être à la fois trop précis, mais qui donne quand même une valeur un peu générale, qui nous permet de nous positionner dans un marché qui est souvent… on a l'impression que ce marché n'est pas tout à fait, judicieux, mais en fait, il est assez logique. C'est-à-dire que la plupart des valeurs sont correctement estimées, en général. Alors là, on va commencer à rentrer dans les premières valeurs.
Et on va commencer par le mercato réalisé par l'OL, par le recrutement de l'OL cette année. Un mercato on peut juger comme créateur de valeur. Là, on dévoile quelques cotes, sans donner encore les chiffres, on les donnera plus tard, mais on comprend en faisant les additions. Voilà. Mais en tout cas, ce dont on se rend compte, c'est que l'OL a investi l'été dernier et cet hiver pour environ 40 millions d'euros et qu'aujourd'hui, le total de ces 6 joueurs est valorisé à quasiment plus de la moitié des valorisations de l'OL, ce qui est quand même preuve que ça a plutôt bien fonctionné, ces choix. Alors, on regarde dans les cas particuliers. Alors, Pavel Schulz, il a fait plus 27,5 millions d'euros par rapport à son prix d'achat l'été dernier. C'est logique, c'est le meilleur buteur de l'équipe, c'est le meilleur joueur. Il performe en Ligue 1 après avoir performé en République tchèque. Pareil, plus 23 millions pour Afonso Moreira, arrivé de Détroit portugaise, qui joue, qui est performant. Ensuite, là, c'est celui qui m'a un peu plus surpris, c'est Noah Narti qui vient d'arriver, valorisé à 29 millions d'euros. Donc ça, je vais te lancer dessus tout à l'heure après, Loïc. Plus 16 millions pour Tyler Morton, qui jouait pas à Liverpool, qui lui, pour le coup, s'est mis à jouer régulièrement en Ligue 1 et qui, du coup, a pris en valeur. Plus 10,2 pour Ruben Kluivert. Pareil, même cas qu'Afonso Moreira. Il est passé d'un plus petit club à un plus gros club. Il a joué, il a été performant. Et même plus 10 pour Dominique Greif. Donc ça donne mécaniquement une augmentation de plus 108 millions d'euros sur la valorisation de l'effectif de Lyon sur ces 6 joueurs. Alors Lucas, on sait le mercato a parfois été critiqué à l'OL, y compris cette saison. Je sais que toi t'es pas tendre toujours, mais que tu es juste là-dessus. Est-ce qu'on peut être critique sur le travail de MLJ quand on voit ces chiffres-là sur ces 6 joueurs-là? Parce que au final, c'est les seuls 6 joueurs qui ont été recrutés cette année. Or, Matt Turner, mais Matt Turner, c'est un cas à part. c'est pas une recrue OL. Moi, je pense que sur ce mercato qu'on a fait là, on peut pas être critique, c'est pas possible. Tu le dis, on crée de la valeur, c'est-à-dire que c'est des joueurs potentiellement, je prends l'exemple de Nartet. Nartet qui n'est pas bon sur les derniers matchs, c'est-à-dire ça fait 5 matchs clairement qu'il est en dessous. Nartet, tu te dis aujourd'hui, moi déjà le vendre 20 millions d'euros, alors c'est à peu près une valeur que je donne comme ça serait déjà une très belle vente pour un joueur qu'on a acheté à peu près 9 millions d'euros. En fait, je pense que la création de valeur, elle est géniale, elle est top, et c'est un mercato qui a été pensé comme ça, parce qu'on sait qu'on avait des problèmes, qu'il fallait absolument faire du cash, comme on dit, et en plus, sportivement, ça t'a aidé. Le problème, c'est qu'on voit qu'il y a des grosses limites actuelles sportives, donc pour moi, c'est un peu bizarre, on est entre deux côtés, où on prend beaucoup de valeur. Moi, Nartet, j'attendais pas à un tel prix, honnêtement, à une telle cote, mais impossible d'être critique, c'est pas possible. La telle plus 108 millions d'euros, ça voudrait dire du coup sur des joueurs qui sont tous titulaires. Donc ici, hormis Kluivert qui est blessé depuis maintenant quelques matchs, on pourrait tous les revendre et être gagnant énormément. C'est super intéressant. Moi, je peux pas être critique. C'est un très bon mercato de la part de Louis-Jean. Maintenant, c'est le jeu des valeurs. Moi, j'ai envie de te dire, il y a plein de joueurs là, je les vends au prix annoncé, sans hésiter, tu vois. Justement, Loïc, le cas de Narti, c'est un cas particulier parce que c'est un joueur de 20 ans. Donc, à mon avis, c'est lié à son âge. Et le fait qu'il ait joué tout de suite. Il a joué tout de suite, il a marqué sur ses premiers matchs en prime. Et il est devenu international A danois. Même s'il n'a pas encore disputé le moindre match, il a été appelé pour la première fois ce mois de mars. Là. Donc, mais c'est vrai que comment on passe d'un joueur qui a été recruté 7,5 millions à Brøndby à 29, est-ce que c'est seulement le passage, le changement de championnat aussi qui fait que c'est qu'on est plus exposé en Ligue 1 quand… Tout à fait. Alors, il y a plusieurs éléments. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué le contrat et l'âge. On pourrait parler aussi du contrat de Narti qui va jusqu'en juin 2030. Donc, il a aussi déjà un contrat qui est long. Il est jeune, donc il a déjà, par rapport aux 2 premières caractéristiques dont je parlais tout à l'heure, il est déjà top position, c'est-à-dire long contrat et jeune. Bon. Il a un deuxième aspect qui est très intéressant, comme je disais, pour les jeunes joueurs. Il y a vraiment des effets très particuliers. C'est-à-dire, un jeune joueur, on a remarqué que ce qui était intéressant de prendre en compte, sa différence de niveau des 6 derniers mois. C'est-à-dire que si un joueur, il y a rien qu'un an, joué dans un club de seconde zone et qui passe à un club au-dessus et qui joue, la différence de niveau entre les 2 clubs est très, très impactante sur sa valeur, s'il est jeune joueur.
Pour les plus de 22 ans, ça marche plus. Mais par contre, pour les moins de 21 ans, le fait, par exemple, vous êtes en deuxième division, vous êtes même en deuxième division française, vous êtes recruté en Angleterre, vous jouez 2 matchs, votre valeur va nécessairement monter. Ensuite, il y a aussi le niveau de la ligue dans laquelle vous jouez. C'est-à-dire que jouer en Ligue 1, c'est mieux que jouer dans le championnat danois en termes de valorisation. Et souvent, d'ailleurs, dans les carrières de transfert, vous avez les joueurs qui passent. La France sert de pays intermédiaire entre des nations de 3e ou de 2e zone. On vient en France se montrer avant de partir ensuite dans un autre championnat. Donc, on a ces logiques. Et Nartis, c'est exactement pour moi ça. C'est-à-dire, c'était un joueur qui jouait déjà quand même malgré tout à Brøndby, qui avait déjà du temps de jeu, parce qu'il part quand même à 7 millions. C'est pas non plus neutre. Il était international danois U17, U19, U20, si je ne m'abuse. Enfin, il avait déjà il avait toutes les catégories. Il avait du potentiel. Sauf les A. Voilà, sauf Léa, mais Léa, il n'y est pas encore. Il arrive tout de suite à l'OL. Il commence à jouer avec un contrat long. Donc, c'est vraiment tous les éléments qui boostent les jeunes joueurs. Alors, on verra ensuite, effectivement, il va s'y continuer à jouer ou pas. Logique. Alors, qu'il soit moins bon, on en revient un peu à ces idées. Tu es moins bon depuis 4 matchs. Malgré tout, ton Argus, il ne va pas baisser tout de suite. Par contre, si il joue plus jusqu'à la fin de la saison, là, on va commencer à se poser quelques questions. Mais même un recruteur, au-delà de l'indice ou de la valorisation CS, voit que le joueur il est sur le banc depuis 4 mois, ça va l'interroger aussi sur la capacité du joueur à enchaîner les matchs. Loïc, moi j'ai une question par rapport à ça, j'aimerais rebondir. Est-ce qu'aujourd'hui, donc en 2026, être estampillé OL, ça crée toujours de la valeur? Donc un joueur, s'il porte le maillot de l'OL, on va dire un club top 5 Ligue 1 sans problème toujours maintenant, ça crée automatiquement de la valeur, peu importe la qualité du joueur. S'il joue 2-3 matchs, comme tu l'as dit. Exactement, parce qu'on mesure ces éléments-là. Alors, on a un indice qu'on appelle le niveau du release club, c'est-à-dire le club duquel le joueur part. Et ça, on le mesure avec les performances de ce club depuis 1 an, 2 ans, ça dépend. Et c'est vrai que si vous êtes dans et là, il peut y avoir des effets de dynamique. C'est-à-dire si le club, comme l'OL, ça a été le cas jusqu'en janvier, avait une dynamique très, très positive début de saison, la valeur… Et les joueurs sont plus exposés. Ils jouent en Coupe d'Europe, ils font partie du top 3, du top 5 en France, il y a des matchs de référence. Ça traduit aussi une certaine exposition. Bien évidemment, le club dans lequel on est extrêmement important. On prend aussi en compte les bailleurs potentiels, les acheteurs potentiels. En fonction des ventes qu'ont réalisées ces 10 dernières saisons à l'Olympique Lyonnais, on arrive à déterminer un peu un profil de club vers lequel ils se dirigent. En fait, vous avez des clubs qui vendent en priorité au-dessus d'eux, au même niveau, en dessous. Et donc, en fonction du club dans lequel vous êtes, vous avez des opportunités ou pas qui vont se manifester. Alors qui sont liés au réseau d'agents qu'a le club, à la réputation qu'a ce club-là. Et on connaît parfaitement l'idée qu'il y a des clubs tremplins, qu'il y a des clubs qui vous permettent d'aller dans tel pays ou tel autre. Et effectivement, on prend ça en compte. Et c'est vrai que l'OL, de ce point de vue-là, malgré tout, par rapport à d'autres clubs français, garde, et surtout depuis cette saison, a quand même un niveau relativement haut. Le fait d'être dans un club est un élément aussi, toutes choses étant égales par ailleurs, qui augmente ou fait diminuer la valeur du joueur. On va passer à un deuxième volet. Ça, on a parlé du mercato qui a créé de la valeur, mais il y a autre chose qui crée de la valeur, c'est le centre de formation. Et on va dire que le centre de formation, il a été bien revalorisé. Cette année, il y a eu des départs, donc on a dû lancer quelques joueurs, et quelques joueurs ont tiré leur épingle du jeu. Alors là, on a le top 3 du classement aujourd'hui du CIES sur les jeunes formés à l'Olympique Lyonnais. Premier, sans surprise, parce que c'est celui qui a le plus joué, Kalis Mera, qui a 19 ans et vaut 15 millions d'euros. Rémi Imbert, qui joue que depuis le début d'année, mais qui s'est montré avant de se blesser, qui aujourd'hui est à 10. Et Mathis de Carvalho, qui a eu un gros temps de jeu et des matchs de Coupe d'Europe en début d'année. Il a quasiment joué toute la phase de poule. Qui arrive à 6 millions d'euros, même s'il ne joue plus du tout actuellement. Et enfin, on a Steve Kango. Bon, là, il vient d'arriver, et du coup, il n'est pas dans ces cotes-là. Il est au pied du podium à 1 million d'euros, mais ça fait quand même 4 joueurs qui ont créé de la valeur. Alors, Lucas, on le sait, tu n'es pas fan de certains des profils sur ce podium. On ne va pas se mentir. Malgré tout, force est de constater que ça crée de la valeur et des actifs de faire jouer les jeunes.
Même si certains, on va pas se mentir aussi, c'est un peu des yaourts nature pour l'instant en termes de performance. Tout à fait. Mais c'est en fait obligatoire quand tu vois la situation de l'OL, repasser par le centre de formation, alors avec parcimonie, je dis pas de mettre 60% des joueurs issus du centre, mais avoir quelques joueurs qui prennent de la valeur. On en avait parlé un petit peu en privé et essayer de les revendre au final assez rapidement. On peut penser à des Calis Mera, des Mathis de Carvalho aujourd'hui à 6 millions d'euros. Mathis de Carvalho, je suis pas certain qu'un jour il atteigne une cote beaucoup plus élevée par rapport à son plancher, à son palier maximum. Pareil pour un Calis Mera, 15 millions d'euros, ça serait des belles ventes dans un OL qui est en extrême difficulté. On peut pas cracher sur des montants comme ça. Et à côté de ça, tu as des joueurs qui pour moi seront forcément utiles à échéance moyen-long terme. Rémi Imbert, on a tout de suite vu qu'il y a quelque chose. C'était peut-être l'un des meilleurs offensifs récemment avant sa blessure. Je le trouvais super intéressant. Et pour le coup, il est tout sauf yaourt nature. C'est vraiment un très bon jeune. T'as compris que je parlais des deux autres quand bien sûr, tout à fait. Mais non, moi, c'est une création de valeur qui est obligatoire. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir un peu la valeur des joueurs qui ont été prêtés actuellement, qui sont jeunes, donc Molébé, Rodriguez, pour voir est-ce que tu peux faire une culbute financière l'été prochain. On sait qu'on a des difficultés et malheureusement, les jeunes joueurs sont remis au centre du projet, je pense, à des fins de les vendre. En fait, c'est la vraie l'objectif pour moi. On peut plus se permettre de garder des joueurs qui ont une telle cote. Calis Mera, 15 millions d'euros, c'est une sacrée belle valeur pour un joueur qui n'est pas toujours titulaire. Alors Loïc, j'allais te lancer là sur entre guillemets la valorisation, parce que c'est des joueurs qui, en termes d'achat, ont coûté zéro. Ils coûtent un petit peu en formation, mais c'est peut-être les meilleurs, le meilleur biz entre guillemets, le meilleur business. Et on a l'impression que l'algorithme, la modélisation favorise les joueurs de moins de 20 ans avec des explosions très rapides. On prend Exactement. Le cas de Rémi Imbert. Là, pour le coup, vous êtes complètement raccord avec Transfer Market, parce que vous avez mis tous les deux à 10 millions d'euros Rémi Imbert. Ouais. 18 ans, mais à peine 11 apparitions en pro, même pas 300 minutes. C'est vrai que c'est une montée spectaculaire. Ouais, alors clairement, alors, juste, je voudrais revenir sur un élément, sur la notion de formation à Lyon. Content que Lyon revienne dans la formation après... non pas l'avoir abandonné, mais visiblement, il semblait que le centre de l'OL fournissait un petit peu moins l'équipe première. On avait sorti, juste l'année dernière, une analyse sur, depuis les 10 dernières années, quels étaient les clubs qui avaient formé le plus de joueurs à l'échelle du Big Five, donc des 5 grands championnats majeurs. Et l'Olympique était 3e, avec 103 joueurs qui avait évolué dans le Big Five depuis 2005. C'était ça depuis 2005, je regarde. Ouais, c'est ça, depuis derrière 2005. Le Real et le Barça, je crois. Derrière le Real et le Barça. Ouais. Et donc, si on se plaçait effectivement sur le temps, voilà, on en revient à cette idée un petit peu de temps long. C'est vrai, pourquoi abandonner cette politique qui avait quand même à la fois souri, surtout aussi pour l'OL sportivement, et c'est ce que tu disais précédemment. Derrière ces prix, il y a aussi qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est pour garder parce qu'on sent que le joueur… Et là, je dirais, c'est vraiment les techniciens ou les gens qui sont au cœur du système OL qui doivent décider et trouver la bonne solution. Mais bon, voilà, je voulais souligner ça en voyant ces joueurs quand on en a parlé. Alors, c'est vrai que clairement, il y a un boost aujourd'hui sur, comme je disais, sur les très jeunes joueurs. À moins de 22 ans, on a été obligé de rentrer cette variable particulière qui est la progression du joueur. Le fait d'essayer de mesurer, non pas une quantité, c'est pas nécessairement d'avoir beaucoup de matchs comme ça serait le cas pour un joueur qui serait plus âgé et des matchs de bonne qualité parce que pour faire simple, on a un indicateur de niveau de match qui prend en compte l'équipe dans laquelle on est, l'équipe sous laquelle on rencontre dans quel type de compétition. Je ne rentre pas dans les détails, mais on va dire chaque match a une valeur. Mais c'est vrai que les joueurs de moins de 21 ans sont boostés s'ils ont tout simplement une progression qui est importante. Pas nécessairement en termes de quantité, au sens où on fait énormément de matchs, mais qu'on passe de très peu de matchs à un niveau supérieur. Et c'est une tendance du marché où on a vu plein de joueurs avec quelques matchs en pro être transférés à des valeurs records ou des valeurs bien plus importantes qu'on ne l'avait avant. Et toujours, on est dans cette idée, finalement, les autres clubs ou les clubs qui vont acheter vont être dans la logique
ce joueur-là, il booste, il est à l'OL, qui a cette réputation de formation, je vais le prendre pour espérer faire une plus-value. Et bon, ben, si je me plante sur un joueur, c'est pas grave parce que j'en aurai d'autres, mais je prends le pari. Et surtout si vous avez derrière vous toute cette expérience qui fait que vos joueurs sont, entre guillemets, dotés d'une certaine qualité parce qu'ils ont été bien formés, c'est un avantage indéniable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça aurait été... Enfin, c'est bien que l'OL reparte sur cette formation. Alors, on pourrait préférer qu'ils partent pour eux, sachant qu'il va y avoir des difficultés, il va falloir vendre des joueurs. Après, ça, c'est une des stratégies du club. Oui, moi, Loïc, j'aimerais revenir sur ce point-là. J'ai un exemple en tête d'autres clubs qui utilisent ce modèle de vendre des joueurs du centre de formation à leur maximum de valeur. Pensez à Robinho Vaz, par exemple, à l'OM, qui est vendu à l'AS Roma pour quasiment 25 millions d'euros. Comment est-ce qu'on peut déterminer si un jeune joueur a atteint déjà sa valeur maximum? Comment on peut savoir à quel moment le vendre, en fait? C'est du pari. C'est du pari. Voilà, c'est du pari, comme je disais tout à l'heure, tu peux le déterminer. Tu pourrais utiliser le modèle pour faire un scénario en te disant, voilà, ce joueur-là, il vient d'être super boosté, il vaut 25 millions d'euros. Allez, premier scénario, il continue à jouer comme il fait et on regarde ce qui se passe à la fin de la saison. Bon, et puis là, on va voir certainement qui va monter parce qu'il n'y a pas de raison, hein, comme un Robinho Vaz qui ne monte pas. On peut même aller plus loin. On lui fait signer un contrat jusqu'en 2032 et on regarde ce qui se passe. Ah, la valeur va monter. Bon, tu sens bien qu'on peut faire plein de scénarios en faisant monter la valeur. Si on appuie sur les boutons qui font monter la valeur, et on les connaît, les boutons qui font monter la valeur. La grande question, c'est est-ce que ça va se réaliser? C'est-à-dire que est-ce qu'il va jouer? Est-ce que sa performance est-ce qu'il va continuer à être performant? Et là-dessus, il n'y a rien à faire. À un moment, tu as l'expertise des gens qui le suivent. Tu as l'expertise du coach, des techniciens qui connaissent ses datas physiques, qui le connaissent mentalement, qui voient comment est le joueur, comment il est en interaction avec ses partenaires. Et s'ils se disent, là, je sais pas, il y a un alignement des planètes, ça ne se reproduira pas, allons-y. Voilà. À l'inverse, tu as un joueur, tu sens qu'il est stable, tu sens qu'il a envie de rester, tu sens qu'il se plaît bien au club, tu sens qu'il a de la marge de progression. Il n'y a pas de raison de le vendre. Et tu peux bâtir ton scénario en te disant, ce scénario, pourquoi, sauf blessure, mais s'il n'y a pas de blessure, on a le même entraîneur, l'entraîneur l'aime bien, il s'entend. Il est en marge de progression, on va dire un garçon sérieux, tu vois ce que je veux dire, mais les clubs ont ça dans leurs petites fiches ou autres. Et tu peux juger que ton scénario, il y a de grandes chances de réaliser. Et d'ailleurs, le scénario, c'est toi aussi qui le réalise en le titularisant, en le mettant en jeu, etc. Et tu peux voir que si tu le vends, par exemple, tu dis je le vends dans encore une saison, là, je peux atteindre cette valeur-là. Ça fait réfléchir. Et après, tu auras la négociation aussi. Le joueur va être au courant de sa valorisation. Son agent va être au courant de sa valorisation. Ça peut être aussi une stratégie. Et tu as des joueurs qui disent non, moi je reste là parce que c'est une trajectoire sur. Tu en as d'autres, mais je dirais c'est humain. Face à la même situation, deux personnes vont réagir différemment. Certains vont préférer prendre le cash tout de suite quand c'est possible. D'autres vont dire non, on attend un peu, on va gagner plus. Alors après, on pourrait dire que dans les stratégies de club, le but, c'est peut-être pas mettre ses œufs dans le même panier et avoir des joueurs pour qui on se dit, si on a l'occasion, il faut le vendre. Par contre, lui, il faut essayer de le garder et bâtir une stratégie plutôt de ce type-là, plutôt qu'une stratégie qui serait soit on garde tout le monde et on verra bien ce qui se passe, ou inversement, dès qu'il y a la possibilité, on vend. Mais quand je dis ça, dès qu'il y a possibilité, on vend. Si tu es aux abois et qu'il faut que tu vendes, de toute façon, la question, elle ne se pose pas. Voilà. J'ai une question par rapport à ce que évoquait Lucas juste avant, quand il parlait des joueurs prêtés de l'OL. Est-ce que prêter en Ligue 2, pour avoir du temps de jeu, ça joue sur la valorisation d'un… Alors, il va être dans un club
moins bon niveau, mais malgré tout, le fait qu'il joue, c'est important. Ouais. Et j'oserais dire pas que dans le modèle. C'est-à-dire, tu as le modèle qui va valoriser le fait qu'il joue. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire. Un des éléments importants, j'ai cité l'âge, le contrat, mais il faut jouer. Alors, pas nécessairement marquer des buts, parce qu'encore une fois, qui marque des buts, c'est que certains joueurs, mais il faut jouer, être régulier, être présent. Et là-dessus, il vaut mieux jouer dans un club de niveau inférieur que pas jouer du tout dans son club supérieur. Après, la question, si le joueur il rentre un match sur 2, s'il fait de la Coupe d'Europe, s'il joue les coupes, c'est à voir. Mais s'il fait banquette, il vaut mieux qu'il soit prêté en Ligue 2 et dans un club d'ailleurs de haut de tableau et qui performe, qu'il soit titulaire et qu'il revienne ensuite à son club après plutôt que de ne pas le faire jouer. Mais au-delà du modèle, pour un agent, pour un autre club, le fait que le joueur joue en tant que tel, c'est aussi un indicateur positif. Donc, il gagne en valeur actuellement un Enzo Molébé qui est à Montpellier, un Alejandro Gomez Rodriguez qui joue un peu plus à Annecy. C'est bénéfique pour l'OL, le simple fait qu'il joue. Je pense, oui. Après, il faudrait mesurer, si on le laissait à l'OL sans aucun match, on pourrait mesurer sa valeur et voir s'il est mieux à l'OL sans aucun match ou à Montpellier avec 10 matchs au compteur, par exemple. C'est vrai. Mais l'avantage de la modélisation, c'est si effectivement c'est cette question qui se pose, bon, on va regarder et s'apercevoir que soit c'est équivalent, soit non, il vaut mieux qu'il aille jouer en Ligue 2. Mais encore une fois, le modèle dans ses stratégies n'est qu'un élément parmi d'autres. Parce qu'il n'y a pas que ça aussi. Moi, je veux dire, je préfère un joueur qui joue qu'un joueur qui fait banquette, quoi. Si je suis, un club acheteur ou même un agent de joueurs qui veut le valoriser. Alors, on va passer aux joueurs prêtés avant de démarrer les tableaux. Les joueurs prêtés à l'OL, parce qu'ils n'appartiennent pas à l'OL, ces joueurs-là. Mais certains ont la possibilité de rester. Alors, il faut établir ce qu'on va faire pour chacun. Et pour ce fait, je mets en avant les valorisations du CUS, justement, sur les joueurs concernés. Alors, on va faire le point en détail. Alors, le point qui va faire tiquer sans doute beaucoup de monde et faire beaucoup parler, c'est Adam Karabec. Adam Karabec, il faudra débourser 3,5 millions d'euros pour lever son option d'achat. Alors, plein de supporters sont plutôt réticents par rapport à ses prestations en disant que c'est cher, mais la modélisation lui donne une cote à 20 millions d'euros, ce qui le place dans le très haut de la fiche des joueurs de l'OL quand même. Donc, c'est très intéressant. On reviendra sur ce chiffre parce qu'il est quand même très surprenant, Loïc. Roman Yaremchuk, joueur plutôt âgé, valorisation 3 millions d'euros, option d'achat 5 millions d'euros aujourd'hui. Pour Noam Camara, son OA négocié avec le PSG est à 4+2. Sa valeur n'a pas encore décollé. Il est toujours 1 million d'euros. Et enfin, il n'y a pas d'option pour Hendrick, valorisé à 80 millions d'euros aujourd'hui, qui est la plus grosse valeur marchande des joueurs actuellement à Lyon. Logiquement, un joueur du Real Madrid, grand nom, gros début de carrière. Et pas d'option pour Hans Sattebourg, qui sera agent libre au 30 juin. Alors Loïc, j'aimerais vraiment qu'on revienne d'abord sur Adam Karabec, parce que c'est le chiffre, moi, de la liste qui m'a le plus fait tiquer. Je comprends certains points, par exemple le fait qu'il ait déjà 230 matchs en pro, qu'il soit international A, qu'il n'a que 22 ans, mine de rien. C'est ça, il est jeune. Ouais, c'est ça, en fait. Alors, c'est vrai que Karabec, c'est l'effet un petit peu performance actuelle, quoi. C'est-à-dire que si, comme vous le dites en tant que spécialiste tout à l'heure, on le voit jouer, bref, c'est visiblement pas un joueur qui plaît à tout le monde, qui était titulaire au début de la saison et puis bon, qui perd sa place au fur et à mesure, donc qui est aussi un indicateur. Néanmoins, sur l'Argus, il a quand même des atouts. Et parmi ses atouts, effectivement, il a une expérience qui est quand même pas neutre, alors qu'il a que 22 ans, qui est importante. Il est international, lui-même. Et n'oublions pas qu'il a un contrat qui va jusqu'en juin 2030. Donc, c'est un joueur qui… De l'autre côté, il a un contrat long. Il a un contrat long, donc c'est encore un joueur contrat long. Avec un âge, il est bien en dessous, on va dire, de l'âge de 25-26 ans, où là, on commence la valorisation, elle est optimum, mais on va commencer à baisser à partir de là. Donc, il est encore
en phase de croissance, de valorisation. Il a de l'expérience. Donc, il y a des éléments pour lui qui objectivement le font monter. Mais là encore, ça ne me dérange pas de dire après, cette valeur elle est peut-être trop élevée par rapport à ses performances actuelles. Mais ces performances actuelles, est-ce qu'elles sont liées finalement au contexte lyonnais, qu'il y a des problèmes de relation avec d'autres joueurs, qui est en méforme? Au poste aussi. Voilà, au poste. Il joue à droite alors que c'est un milieu offensif central. C'est ça, il ne joue pas au bon poste. Voilà, au poste auquel il joue. Et c'est vrai que cet aspect-là, dans le cadre de sa valorisation par rapport à ces éléments qu'on vient de voir, qui sont des éléments assez structurants, ils sont un petit peu minorés. Et c'est souvent d'ailleurs un des… alors, je ne sais pas si c'est un des reproches, mais c'est la différence entre finalement l'Argus et la valeur qu'on observe exactement au moment T. L'Argus, il est lié quand même à des paramètres un peu plus structurants, un peu plus constants. Et après une valorisation, ces derniers matchs… c'est clair que s'il ne joue pas à la fin de la saison, en refaisant les calculs, s'il ne joue toujours pas, il risque d'avoir une baisse de valeur. Mais encore une fois, je pense qu'une des explications réside dans ces trois premiers facteurs, on pourrait dire, c'est-à-dire un contrat long, un joueur relativement jeune et déjà une très bonne expérience en termes de quantité de matchs, d'expérience internationale. Il est dans un club, malgré tout, il est quand même à l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Voilà, il a quand même quelques atouts. Justement, Lucas, tu vois les 5 joueurs. Comment tu tranches de ton côté sur ces 5 cas? Il y a un cas qui est évident, c'est Hendrick. Déjà, il n'y a pas d'option. Donc, il repart tranquillement. Et ça me fera, j'ai envie de dire, aucun effet personnel à titre personnel. Je n'ai pas d'accroche particulière avec le joueur. Pire que ça, je trouve que mentalement est beaucoup trop individualiste. Sur les autres, ça donne des interrogations intéressantes. C'est qu'on voit par exemple Yaremchuk, option d'achat à 5 millions d'euros, valeur CUS à 3 millions d'euros. Est-ce que l'OL aurait vraiment intérêt à lever l'option? Là, j'ai un doute. Alors que Karabec, est-ce qu'on pourrait penser à un coup à la Satriano? Tu prends l'option d'achat à 3,5 et on se serre la main ensuite à 10 ou 12 millions d'euros, je prends, ou 20 si on arrive à le vendre à 20, mais une valeur plus élevée. Donc là, on ferait un cubut tout de suite. Et à des joueurs, donc Loïc l'a expliqué tout à l'heure, par exemple Attebourg, qui est en fin de contrat, donc qui n'a pas de valeur actuelle. Mais est-ce que en faisant un contrat plus longue durée à l'OL, peut-être 3 ans, je ne sais pas, c'est un joueur qui rend des bonnes choses, une bonne copie, gratter 2-3 millions d'euros dans un an, même s'il est déjà assez âgé, moi, il y a des joueurs sur lesquels je me pencherais. Et si c'était moi, le risque, je garde Attebourg, je prends le risque de négocier avec Rennes. Eux, ils n'ont pas l'intérêt de le garder. De toute façon, il est libre à Rennes. Il est libre. Bien sûr, il est libre, excuse-moi. Il est libre à Rennes, donc on le signe. Et Yaremchuk, c'est bye-bye. Yaremchuk, c'est bye-bye, c'est non. Tu peux pas afficher de telle performance. Et en plus, il a une cote qui est très basse par rapport à son âge, 3 millions d'euros. On n'a aucun intérêt. Karabec, je lève l'option. Mais je le revends dans la foulée. Alors moi, à titre perso, je vais donner mon avis. Karabec, même si je le trouve un peu lent pour la Ligue 1, je trouve qu'il a un pied quand même, qu'il y a un truc. Et je le garderai, mais je le garderai à condition de garder Yaremchuk. Parce que Yaremchuk, c'est un joueur de tête. Et je me dis que l'association des deux, qu'on n'a pas encore vue, peut donner quelque chose d'intéressant dans une optique de sortie de banc. Au-delà de ça, Karabec, c'est pas un gros risque financier de lever l'option d'achat. On l'a vu, il y a quand même un potentiel si jamais il se met à flamber. Donc, lui redonner une chance à un autre poste, peut-être derrière Pavel Schulz, avec en sortie de banc Yaremchuk à la fin. Yaremchuk à 5, moi, ça ne me choque pas de le garder, même si sa cote est à 3, parce que c'est un joueur de 30 ans. Tu ne le prends pas pour de plus de 30 ans, tu ne le prends pas pour une histoire de revente. Tu le prends pour amener de l'expérience. Et je pense que tu as besoin de ce profil à la Ludo à York. Et en confiance, il peut faire des trucs. Donc moi, je le garderai aussi. Noam Camara, c'est évident qu'il faut le garder. Alors, c'est encore un pari aujourd'hui. Mais moi, j'ai vu que 5 minutes de lui et ça m'a suffi. Hein. Je veux le revoir. C'est le tacle qu'il met dans la surface, plein d'autorité. Son entrée en jeu, elle était magnifique. Là, il est blessé. Il est à 1. Je pense que c'est potentiellement un très grand défenseur. Il va falloir lui donner du temps de jeu, qu'il l'aura peut-être avec les départs. Moi, lui, il n'y a aucun doute sur le fait que je le garde. Attebourg, je me pose la question. Je ne le garde pas, sauf s'il vient en doublure avec un petit salaire. Mais sinon, je ne garde pas Attebourg. Tu gardes pas Attebourg ?
Okay. Je le garde que si jamais il reste en doublure de quelqu'un d'autre qui arrive, mais pour un petit salaire. D'accord. Un peu un salaire à la Guézal. Voilà. Quant à Hendrick, s'il flambait, il aurait été difficile de le garder. Là, il flambe plus, donc la question, elle peut se poser parce que là, du coup, il aura peut-être un peu de mal à rebondir au Real Madrid. Maintenant, je le trouve trop individualiste comme toi et je suis pas certain que ça soit l'idée du siècle de reconduire son prêt. Donc, pour moi, ça doit rester un one-shot de quelques mois. Ce sera très bien comme ça, mais voilà. En tout cas, sur les 5, les 3 options, je les lève. Je l'élève et Yaremchuk, c'est parce que tout simplement, tu vas devoir déjà chercher un avant-centre numéro 1. Donc, c'est bien d'avoir le numéro 2 qui ne te coûte que 5 millions d'euros, qui ait de l'expérience, qui soit bon de la tête en prime. Parce qu'on l'a vu, pour l'instant, il est en difficulté sur le dernier match, mais son entrée face à Lens, elle est loin d'être. Enfin, son match face à Lens, il est loin d'être dégueulasse. Il y a quand même quelques matchs qui montrent qu'il y a un truc, que le mec, il lui manque un peu de confiance, il lui manque des bons centres. Et le mec qui peut donner des bons centres, il se trouve qu'il est à côté. Pour moi, je lève les deux pour ça. Parce que je pense que les deux, il y a un truc. Il y a un truc à faire avec les deux. Karabec, il a joué 6 mois dans une attaque où il n'avait pas de joueur de tête. Et je pense qu'il serait à 8 ou 10 passes décisives s'il y avait quelqu'un dans la surface. À Hambourg, il jouait plus bas. Hein. À Hambourg, les supporters le disaient. Il était dans un espèce de milieu à 3. Il a souvent joué 8 d'un milieu à 3. Et on l'a quasiment jamais vu à l'OL à ce poste-là. Alors qu'il peut avoir le profil. Un peu physiquement, il manque un peu de physique, mais il est intéressant. Hein. Il est lent. En fait, le problème, c'est sa lenteur. Mais par contre, sa patte, elle est quand même super. Il n'élimine pas, il est lent. Maintenant, sa grosse qualité, c'est qu'il a quand même un pied qui est d'une précision. C'est une main, quoi. Donc, je me dis qu'avec un Yaremchuk dans la surface, lui a distillé quelques galettes. À un moment donné, c'est un très bon tireur de corner aussi. Faut pas l'oublier. Moi, je le garderais simplement pour ça parce que je pense que les deux peuvent fonctionner ensemble en fait, et qu'on l'a pas encore vu, donc on peut pas savoir si ça peut marcher. D'accord. Et puis honnêtement, économiquement, on parle pour 2 joueurs moins de 10 millions d'euros. Ça crée pas beaucoup de valeur aujourd'hui à l'instant T. Enfin, ça en crée pour Karabec, mais voilà, ça, là pour le coup. Je me dis qu'il y a peut-être un coup à tenter. De toute façon, tu auras beaucoup à reconstruire l'été prochain. Ouais. Et même sans créer trop de valeur, notamment sur Yaremchuk, pourquoi pas, quoi. On va en venir maintenant au classement des valeurs. Je peux me permettre d'intervenir. Si. Alors, non, je vous écoutais. En fait, c'était intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte finalement de l'intérêt de faire un Argus. C'est-à-dire qu'on a éliminé une partie de la discussion qui est finalement combien il vaut. C'est-à-dire que là, on dit, voilà, il y a les chiffres, c'est ceux du CIS, et tant mieux, dans ces cas-là, j'en suis bien content. Et on s'accorde à dire, OK, on part sur ces valeurs. Mais ces valeurs, on a compris, disons, on sait à peu près pourquoi elles fonctionnent comme ça. On vient de discuter, par exemple, de Karabec. Et donc, si on a ce socle, ensuite, alors après, on peut dire, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, oui, effectivement, ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup, mais au moins, on n'est plus... Alors, c'est toujours un peu mouvant, bien évidemment, mais on essaye d'établir au moins une fondation pour une discussion. Et l'Argus, c'est ça. L'Argus, il ne vous dit pas c'est exactement le prix sur lequel ça va sortir, même si dans beaucoup de cas, ça arrive. Mais il dit, voilà, notre base de discussion où on peut s'entendre. Voilà, on peut s'entendre parce qu'on a compris les mécanismes de la fixation de ce prix. Ils font sens aux acteurs. On parle d'âge, on parle de durée de contrat, on parle d'expérience du joueur, on parle de boost de la jeunesse, on peut parler de niveau du club. Et donc, voilà, les acteurs du milieu, ça leur parle, on a la référence, et donc on peut discuter. Si on enlève cette étape où déjà on ne serait pas d'accord sur les valeurs transfert potentielles, la discussion serait plus difficile puisque chaque joueur déjà on remettrait déjà en cause le premier principe. Donc, comment aller discuter sur une base commune? Donc, c'est pour ça que je reviens un petit peu sur cette idée, parce qu'elle était assez nette dans votre discussion. La base était acceptée et nous permettait d'aller plus loin. Et donc, c'est un peu ça aussi derrière ce que je voulais dire, notre travail d'Argus. Être relativement sérieux pour que les valeurs fassent sens, même si parfois on les juge peut-être un peu élevées ou un peu trop faibles, mais au moins on les comprend parce qu'elles sont expliquées à travers la méthodologie. Et à partir de là, on peut discuter et bâtir sa stratégie, prendre des paris ou pas. Et donc, je trouvais ça très intéressant de vous écouter face à ces éléments statistiques. Voilà, merci. Alors là, on va en venir justement, on va dévoiler le top 10 des valorisations. On a tourné autour du pot tout à l'heure. Les voici.
1, 2, 3, Pavel Schulz, premier, 35. Bon, ça, les gens le savent parce que vous l'avez sorti dans une lettre récemment qu'il était en tête. Ensuite, Noah Narti, donc on en a parlé tout à l'heure déjà, 29. Malik Fofana, qui arrive en troisième position à 27, qui n'a pas trop baissé malgré sa blessure cette année, qui est encore très jeune aussi. Ensuite, on retrouve Tyler Morton, Afonso Moreira, Tanner Tessman, au-dessus de 20 millions, puis Abner, Kalis Mera, Ruben Kluivert et Dominique Greif. Alors déjà, Loïc, première constatation de ce classement, aucun contrat court. Et une grande majorité de joueurs de moins de 25 ans, avec une exception notable, le gardien. D'où vient cette exception notable du gardien à cette valorisation-là, alors qu'il a été acheté 4? Alors, tout simplement que les gardiens sont les joueurs les plus difficiles à modéliser, parce que d'abord, le poste est très spécifique, la concurrence n'est pas la même, et il y a beaucoup moins de gardiens en termes de transfert, donc c'est plus complexe. Les gardiens, ils sont un petit peu hors du système. Ils ont des comportements un petit peu plus spécifiques. D'ailleurs, le fait qu'il arrive avec 29 ans et avec cette valeur, finalement, montre qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Et pour revenir à ce que tu dis, contrat long et âge, qui sont les deux premiers éléments, on va dire, qui sont inclus dans le modèle et les plus significatifs pour expliquer une valorisation de transfert. Donc, ça correspond bien à l'algorithme. Et il y a beaucoup de joueurs dans cette liste, je rajoute un petit peu, qui sont en prévision de jouer du coup la Coupe du Monde. Par exemple, un Tanner Tessman, ce serait super avantageux pour l'OL de le conserver jusqu'au 30 juin, d'attendre de voir ce que ça donne avec les USA. On n'est pas à l'abri d'une surprise, il est titulaire à chaque match, il enchaîne des bons de performance, et tu le revends 25 millions d'euros, je ne sais pas, ou 22 à sa valeur, là c'est US, en début septembre ou fin août, je ne sais pas. Pareil pour d'autres joueurs sur la liste, on peut penser à Ruben Kluivert en cas de surprise, à Malik Fofana si jamais il est revenu. Enfin, il y a plein de joueurs où leur valeur peut péter complet et ça peut être super intéressant. Donc, il va falloir gérer un petit peu, là, attendre le 30 juin, attendre la Coupe du Monde et voir ensuite. Tout à fait. C'est-à-dire que la notion le fait d'être international et de jouer des grandes compétitions internationales va rentrer en compte dans son expérience de joueur. Ouais. Et c'est vrai qu'en année de Coupe du Monde, après, tu as les deux stratégies en année de Coupe du Monde. Soit tu vends avant en profitant de l'alignement des planètes, soit tu prends un peu plus de risques en vendant après. Si ça s'est super bien passé, ça peut monter. Ou à l'inverse, ça peut diminuer si le joueur se blesse, si le joueur est fatigué. Ou tout simplement faire intervenir la concurrence. C'est-à-dire que le joueur va être super exposé. Et là, alors que tu étais tranquille avec ton petit Tessman dans ton coin que tu connaissais chez toi, tu t'aperçois que le monde entier l'a vu et voilà, c'est pas. Donc, ça, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait au début. C'est des choix, c'est des paris à faire, c'est une stratégie à mener. Est-ce que justement, les années de Coupe du Monde, ça peut bousiller un peu la cote? Je pense notamment à une époque, je crois que c'est la Coupe du Monde 2004, Rames Rodriguez qui avait été vendu à 80 millions d'euros après la compétition, qui avait été la révélation. Est-ce que ça peut bousiller une cote, une Coupe du Monde? Alors, c'est toujours le problème en fait des modèles entre le fait que le modèle, par exemple, pour 80-90% des joueurs, il va très bien marcher. Et puis pour un petit nombre de joueurs, ça va varier beaucoup. Sauf que ces petits joueurs pour lesquels ça va varier beaucoup, c'est ceux généralement sur lesquels tu te focalises le plus parce que c'est des joueurs très particuliers. Soit c'est des super talents. À un moment, c'est vrai que même si on évalue les valorisations de joueurs comme Mbappé, comme Haaland ou à l'époque comme Ronaldo ou Messi, quelle valeur vraiment donner à Messi, puisqu'on atteint des telles sommes qu'on rentre dans autre chose, si tu veux. Mais on peut y aller. Et là, tu es face au cas particulier. Mais sauf que ces joueurs-là, tu en as peut-être, ils se comptent sur une main. Voilà. Donc, Neymar en 2017, à l'époque, le CES, je ne sais pas la cote qu'il avait sur. On était parfait pour Neymar, on était à 222 millions. Incroyable. Non, mais c'était là, ça avait très très bien marché. Mais souvent, c'est compliqué en plus parce que tu as plein d'autres effets. Tu prends le joueur pour ce qu'il représente, pour plein de choses qui sont difficiles à mettre en œuvre. Simplement, ces joueurs-là, il faut bien voir que ces top joueurs, c'est une partie infime du marché.
l'essentiel du marché est fait par des joueurs dont le principal critère pour un transfert. D'abord, rappelons que 70-80% des transferts se font sans indemnité. Hein. C'est les joueurs en fin de contrat qui passent d'un club à un autre. Et qu'ensuite, quand il y a l'indemnité, pour la très grande majorité de ces joueurs, c'est un marché tout à fait rationnel qui se base sur la durée de contrat restante et l'âge du joueur. Hein. Les effets ensuite liés aux performances, à tous ces éléments dont on vient de parler, ça joue, mais les joueurs qui vraiment ont des variations très fortes parce qu'ils ont soit un super talent, soit une personnalité, soit qui rentrent dans d'autres logiques de merchandising, par exemple, ils se comptent sur peut-être les doigts de deux mains. Donc, oui, à la Coupe du Monde, on peut avoir un type qui explose et dont la valeur, il part à on l'a estimé à 20 millions, il part à 100 parce qu'il a fait une super Coupe du Monde. Oui, c'est tout à fait possible. Mais ça ne remet pas en cause la logique du modèle. Ouais. Par contre, on l'expliquera en disant, bah voilà, tu as vu, il a marqué, je ne sais pas, 3 magnifiques buts en demi-finale de la Coupe du Monde avec son équipe surprise de l'Ouzbékistan. Clairement, un joueur de l'Ouzbékistan atteint les quarts de finale, sa valorisation va certainement énormément monter. Alors, on aurait pu se contenter des valorisations des joueurs pour décider de qui vendre, mais ce serait occulter un autre point d'analyse qui est quand même important dans cet Argus. Et ce point, c'est les salaires. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à mettre aussi ce classement des salaires. Alors là, ce n'est pas le CUS, c'est Capology. Mais il y a quand même pas mal de points à mettre en avant sur ce classement. Tout d'abord, si on regarde le classement, on se rend compte que les seuls qui figurent dans les hautes valorisations sont le bas de tableau des rémunérations, le 7, 8, 9 et 10. Tous les autres, du 1 au 6, sont des joueurs de plus de 25 ans, donc déjà des joueurs entre guillemets confirmés, parvenus pour certains. Au niveau des chiffres, ça peut paraître surprenant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 2 joueurs ont la pastille verte sur Capology, ce qui veut dire que Capology bénéficie pour ces joueurs-là d'éléments de preuves matérielles des montants qu'ils avancent. Et ces 2 joueurs, c'est Corentin Tolisso, le premier du classement, et Taner Tessman. Alors, on ne sait pas si ce sont les salaires payés par le club, et on présume que c'est ça. Parce que c'est vrai que les sommes paraissent assez folles. Mais si c'est chargé, au final, on arrive à peu près au même chiffre que ce qui sort habituellement quand l'équipe fait son classement, où on prend les salaires bruts des joueurs, sans les primes et sans les charges patronales. Mais si on en arrive à ça, on se retrouve avec un Corentin Tolisso avec un énorme salaire, 662 000 € bruts par mois, avec encore 15 mois de contrat. Puis on a les grosses recrues de première ligue de John Textor, Moussa Niakhaté et Aurel Mangala, respectivement à 570 bruts par mois et 510 bruts par mois. Ernest Noama qui arrive avec 400 000 devant Ensley Maitland-Nice, 380K. Nicolas Tagliafico, 340K. Et le joueur le mieux valorisé par le CUS n'est payé que il faut relativiser, 280. C'est pas belle chose. On va préciser quand même les cotes du top 6, les cotes CUS. Tolisso, 8 millions d'euros. Niakhaté, 10 millions d'euros. Aurel Mangala, 1 million d'euros. Ernest Noama, 8 millions d'euros. Ensley Maitland-Nice, 7 millions d'euros. Et Nicolas Tagliafico, 3 millions d'euros. Déjà, Loïc, j'ai une question très spécifique par rapport aux 2 grands blessés de l'OL, que sont Aurel Mangala, qui aujourd'hui est valorisé à 1 million d'euros, et Ernest Noama, qui n'est toujours pas revenu et qui lui est valorisé à 8. Qu'est-ce qui fait qu'on a une différence? Parce qu'on comprend que les joueurs blessés n'ont plus de valeur, ou ont perdu beaucoup en valeur, doivent reprouver pour regagner de la valeur. Mais qu'est-ce qui fait qu'un Aurel Mangala se retrouve aujourd'hui à une valeur aussi basse par rapport à un Ernest Noama qui garde quand même une petite cote? Je pense, alors là, je n'ai pas étudié spécifiquement tous les paramètres, mais a priori, c'est quand même lié en partie à l'âge. Ils ont la même durée de contrat. Noama, il est encore à 22 ans. Donc, en 22 ans, comme je le disais, on est en progression sur une valorisation. C'est-à-dire qu'il peut avoir encore une évolution de sa carrière à ce niveau-là. Pour Mangala, à 28 ans, on a passé le cap. Et sauf vraiment de grandes performances, c'est plus avec ce type de joueur qu'on va faire des plus-values sur les transferts. Alors, ça ne veut pas dire que le joueur, encore une fois, est mauvais. Ça sera difficile, il a été acheté 30. Plus-value par rapport à 36 millions, ça va être compliqué. Voilà. Mais voilà, après, c'est des choix. Encore une fois,
là, on raisonne depuis le début avec des notions de plus-value, mais on peut aussi engager un joueur pour sa qualité de joueur et ce qu'il amène à l'équipe. Et voilà, ça dépend encore une fois de la stratégie. Je pense que tout n'est pas nécessairement de la plus-value sur un club. Alors, sauf si le club n'a pas d'autre choix. Mais dans ces cas-là, où devient le sportif, et comme on en a parlé au début, le sportif, il est quand même à la base du fonctionnement d'un club de foot. Donc, je suis, c'est pas non plus un mal, encore une fois, d'engager un joueur pour ce qu'il vaut en tant que tel. Voilà. C'est-à-dire que si on va par là, on y revient, mais il faut monter une équipe avec 21 ans de moyenne d'âge, totalement issue du centre de formation. Et là, effectivement, on aura peut-être les plus grosses plus-values en termes de voilà. Est-ce que sportivement, ça va tenir la route? Alors, malgré tout, on s'est aperçu que certaines grandes équipes, on prend le PSG, le RC Strasbourg, sont parmi les équipes les plus jeunes d'Europe, ont des recrutements de joueurs extrêmement jeunes avec des possibilités aussi de plus-value à travers la formation qu'ils font. Donc, c'est aussi des modèles vers lesquels tendent certains clubs, mais pas tous. Donc, voilà, non, ce que je veux dire, je mets un petit bémol aussi toujours sur cette question. La plus-value c'est pas qu'avec des plus-values qu'on va réussir à faire tenir la stratégie d'un club, quoi. Donc, à un moment, c'est des arbitrages. Alors, c'est sûr, si vous avez un joueur qui est pas bon, qui vous coûte cher, sur lequel vous n'aurez aucune plus-value, c'est moins bien que la situation opposée. Mais en soi, c'est pas qu'une mauvaise chose. Sinon, on aboutit à des situations qui, tu mets qu'une équipe de petits jeunes sans expérience, nécessairement, ils auront de la plus-value s'ils jouent. Lucas, quand tu vois ces salaires, tu te dis pas qu'il faut continuer le ménage amorcé l'été dernier, qui avait déjà vu l'OL baisser de 50% sa masse salariale. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont baissé la masse salariale, mais il reste encore ça en charge quand même. C'est une question rhétorique. Moi, je pense que là-dessus, j'en ai parlé un peu plus tard que cet après-midi avec un ami. Il y a encore énormément de gros salaires. Moi, je pense à Niakate, qui a un salaire énorme. Pour un joueur qui est âgé, 30 ans, c'est âgé. Si on prend les modèles du CUS, ça reste des joueurs qui sont sur la pente descendante. Tolisso, 662 000. Quand on sait la difficulté de l'OL financière, là, il y a encore pour moi quelques anomalies. Enfin, je ne comprends pas certains salaires. Même si on parle de salaire brut, donc là, c'est du brut, un Nouama actuellement à 400 000 brut. À mon avis, avec charge patronale. Parce que je pense que les infos qu'a obtenu Capology sont plus liées à des infos clubs qu'à des infos agents ou joueurs. Donc, à mon avis, il doit avoir le volet charge patronale en plus. Et en France, elles sont élevées. Ça reste l'OL, etc., tout ce qu'on veut. Ça reste des salaires qui sont, pour moi, beaucoup trop élevés pour un club en difficulté. Tu me dis un club en difficulté, pour moi, il n'a pas ce taux de revenu-là, de salaire-là. C'est impossible. Je suis encore sous le choc de ces chiffres-là, tu vois. Ça m'impressionne. Loïc, Ouais, non, pour Capology. Alors, j'ai travaillé avec les datas de Capology. Bon, Capology, c'est à... Comment dire? Je ne vais pas non plus tirer dessus, mais effectivement, il y a des datas dites vérifiées avec le point vert. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Quand on les recoupe, la vérification, bon, on se pose même la question brut, chargé ou pas, ce qui n'est pas neutre puisque ça peut faire varier de 50% un salaire, donc on est déjà... Et puis les autres, c'est des valeurs dites estimées. Ouais. Sauf que moi, sur Capology, je n'ai jamais trouvé les éléments du modèle. C'est-à-dire qu'elles sont estimées comment et pour avoir travaillé dessus, essayer de comparer les sources, bon, je dirais qu'on est parfois sur du vraiment pas beaucoup de doigts mouillés, il me semble. Voilà. Mais c'est vrai que les salaires, c'est peut-être le volet le plus compliqué du monde du foot. C'est très, très compliqué. Parce qu'on peut varier du simple au double, y compris sur les informations que parvient à obtenir l'équipe. On est parfois... moi, j'avais obtenu à l'époque la liste que Florian Maurice avait envoyée à certains agents de confiance avec les salaires des joueurs. Et j'avais eu le salaire de Jimmy Briand. L'équipe annonçait 150 000 euros par mois. Il était à 280. L'information que Florian Maurice donnait dans son courriel était de 280 000 euros par mois. Donc, on est vraiment parfois très loin de la réalité. C'est vrai que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes.
mais la hiérarchie est la bonne. Voilà, j'oserais pas ce que dire pour les salaires. Si on voulait être juste, il faudrait plus travailler avec des couleurs, un salaire de niveau A, B et C. Et parce que franchement, les chiffres, on peut facilement. Là, par exemple, on parle d'un 400 000 euros, mais en fait, c'est peut-être 200 000, c'est peut-être 420. On ne sait pas franchement. Voilà. Donc, il vaudrait peut-être mieux des fois se travailler avec un peu d'ordinal. Les salaires plus, trucs comme ça. Mais bon, c'est en aparté. Déjà que les valorisations de transfert. Il faut préciser aussi que il y a eu certaines fuites. À un moment donné, moi, j'avais obtenu la feuille de paye de Keylor Navas. Donc, j'avais vu ça. Elle avait circulé, elle avait beaucoup circulé. Ezekiel l'avait dit aussi au PSG, qui était très surprenante parce qu'elle était très au-dessus de ce qui était annoncé. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est un volet tabou, qui a très peu de communication. Mais aussi, là, sur l'OL, c'est pas, entre guillemets, déconnant parce qu'on a le montant de la masse salariale dans les comptes et on se rend compte que finalement, ça correspondrait. Parce que c'est vrai qu'avoir une masse salariale de 200 millions d'euros quand tu n'as que des joueurs payés 300 000 euros, ça paraît bizarre par mois. Voilà, mais je sais, mais malheureusement, c'est vrai qu'en regardant un peu avec les data capologies, j'ai pas trouvé vraiment leur méthode d'estimation, sachant que 90% des chiffres qui sont proposés sont des estimations liées à une modélisation. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la masse salariale totale d'un club, d'avoir quelques éléments, et puis à l'intérieur, on pourrait faire en fonction notamment de l'âge, de quelques éléments de performance, on pourrait arriver, mais on ne sait pas comment c'est fait. Et puis, pareil, ça varie suivant les pays. Après, sur les US, en MLS, on trouve les salaires qui sont indiqués. Ça peut faire des éléments de comparaison, sauf que voilà, les championnats, c'est pas le même système, c'est très difficile, quoi. Et en plus, avec l'aspect stratégique que tu as derrière, de ne pas dévoiler les valeurs pour tout un tas de raisons. Mais il n'y a pas de raison que dans le foot, ça soit pareil, différent que dans les autres secteurs d'activité, hein. Juste un point, avant d'arriver au débat, j'ai une question pour vous deux. Pour vous, qui coûte le plus cher annuellement à l'OL parmi les joueurs sous contrat? Alors, ça peut paraître évident, mais il peut y avoir un piège. Est-ce que vous avez la réponse? J'ai la réponse, c'est pour ça que je pose la question. Par rapport aux primes, en plus? Non, par rapport qui coûte le plus cher à l'année à l'OL. Ça va servir après pour le débat, c'est pour ça que je suis obligé de poser cette question. Qui veut commencer? Lucas? J'aurais dit Tolisso, moi, comme ça. Loïc? Moi, j'aurais peut-être dit Niakhaté dans ces cas-là. Bonne réponse. Bonne réponse, Loïc. Si on cumule. Pourquoi Niakhaté? Je vais vous expliquer. Ouais. Tu veux l'expliquer peut-être Non, moi j'ai supposé que c'était lié à son salaire et puis sa valeur d'achat avec. Ah oui, par rapport au lycée, bien sûr. Alors, parce que c'est important pour la suite, c'est pour ça justement que je posais cette question. Parce qu'il convient d'expliquer comment résonne un patron de club, un directeur sportif. Un joueur, ça coûte un salaire chargé, mais aussi l'amortissement de son transfert. Et c'est un packaging qui est indissociable parce que c'est assez rare qu'un joueur soit payé cash au moment de son transfert. C'est alors pour ça qu'on a créé la facturage, c'est pour obtenir, pour les clubs qui étaient en difficulté, ils sont allés vers d'aller chercher du cash rapidement et à ne pas attendre les paiements échelonnés de tous les transferts. Corentin Tolisso, il a un énorme salaire, ok, mais il n'y a pas eu de transfert. Et du coup, à son arrivée au Bayern, l'amortissement, il était de 0. Sinon, c'est une prime à la signature, mais comme là, c'est inclus avec les primes, on a envie de dire que c'est 622 par mois et basta. Et donc, à l'année, 7,9 millions. Sauf que Niakhaté, il y a le salaire mensuel et ses primes, auquel tu dois ajouter l'amortissement de son transfert sur le nombre d'années. Et comment on calcule? Niakhaté, c'est 31,9 millions d'euros, son transfert, sur le communiqué de l'OL. Il a signé un contrat de 4 ans, donc divisé par 4. Donc, c'est 8 millions d'euros par an en plus. Donc, effectivement, c'est lui le joueur le plus cher. Et c'est aussi son importance parce que dans la comptabilité de l'OL continuera de payer le transfert Niakhaté jusqu'en 2028 dans sa comptabilité. Ce qui fait que si l'OL, aujourd'hui, doit vendre Niakhaté, il faut qu'il soit vendu à 16 millions d'euros au moins
pour pas être en déficit sur ce point de vue-là. Donc, il y a cette balance sur laquelle penser pour se dire on perd de l'argent si on le vend en dessous. Et ça, c'est une réalité, mais justement, ça fixe un seuil et ça permet justement d'arriver dans le dernier volet. Là, c'est un match entre Lucas et moi, un petit match. On va tous les deux travailler en conséquence sur le plan vente. Mais d'abord, je vais donner les règles de ce plan vente parce que c'est important d'avoir les mêmes règles. C'est un jeu, mais on a travaillé sur les mêmes règles. Première règle, le prix de vente. Alors déjà, le montant minimum de vente, 60 millions au minimum. On peut faire plus. Il n'y avait pas de limite. On pouvait vendre autant qu'on voulait. Mais il fallait au moins arriver à 60. Donc pas dire on garde tout le monde. C'est pas possible. L'OL aura besoin de liquidité, donc c'est complètement impossible. Ensuite, le prix de vente, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. On a pris les codes du CUS à plus 10 ou moins 10 sur les gros montants. Ouais. Et sur les joueurs à petit montant inférieur à 10 millions, c'était autorisé, mais à plus 5 seulement et moins 5. Ça a son importance. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que l'OL recevra aussi sans doute beaucoup d'offres au rabais. Parce que l'OL est dans cette situation que des clubs vont vouloir profiter du KOL et se dire qu'on peut aller plus bas sur la cote réelle du joueur, mais aussi s'il y a des bagarres sur un même joueur de club anglais, par exemple, on peut espérer un peu plus. Donc on est parti sur ça. Ou qu'un club du golf débarque. Hein. C'est pour ça, Niakate, je pense qu'on a tous les deux le même, un montant supérieur, parce qu'on s'est dit qu'un club du golf sur Niakate, c'était typiquement le profil. Exact. Et enfin, une autre règle importante, une règle très très importante, c'est sur les pourcentages de plus-value qui doivent être tranchés. Parce qu'on s'est dit que c'est vraiment l'argent qui revient à l'OL et pas l'argent qui revient aux autres clubs. C'est-à-dire, je prends un exemple, si on vend Tyler Morton, c'est une possibilité, Lucas à moi. La cote du CUS est à 26 millions d'euros. On peut monter jusqu'à 36. Imaginons qu'il y ait bagarre Newcastle-Tottenham. On va dire, allez, on peut monter maximum par rapport à cette cote à 36. Mais par contre, l'OL doit 20% de la plus-value à Liverpool. Donc le seuil plancher pour un Morton était de 30,8 millions d'euros. On ne pouvait pas aller au-delà. Donc là, c'était les règles qu'on a fixées. Donc maintenant, on va voir le plan de Lucas. Il va nous le détailler, hein, tout simplement. Alors, donc dans mon cas, voilà, donc 93 millions d'euros donc de vente. Donc, comme Alexandre l'a dit, on pouvait faire plus que 60. Moi, j'estime qu'il y aura encore un peu plus de ventes que ça par rapport aux difficultés. Donc, économie salariale 24,1 par an. Alors, j'ai commencé par vendre 2 latéraux, Tagliafico et Maitland-Niles. Ici, pour moi, l'âge était pris en compte. C'est des joueurs qui sont sur le déclin. Leur performance, qui sont très en dessous de nos attentes, je trouve, pour ces deux joueurs-là. Moi, personnellement, je suis très déçu du retour de Tagliafico. Je trouve que dans ce qu'il apporte, c'est pas digne d'un joueur de cet âge-là qui a une telle expérience. Tu peux pas montrer ça sur le terrain avec autant de cartons rouges pris cette saison. Donc, ces deux joueurs, je les vends. Donc, ils sont estimés à 8 et 3 respectivement. Niakate, j'ai pris le choix de le vendre. Ici, c'est en espérant une offre des pays du Golfe, une offre venue d'Angleterre, je ne sais pas, pour une offre un peu inespérée, donc autour de 15 millions d'euros. La valeur du CIES, c'était 10 millions d'euros, il me semble, pour Niakate. C'est ça. Donc, j'ai rajouté plus 5 pour Niakate. Si on reprend tes calculs, ça veut dire qu'on est un petit peu perdant à 1 million près. Il fallait le vendre 16, tu avais dit. C'est ça. C'est pour ça que donc, moi, j'accepte la perte. Pour moi, c'est un joueur où tu sais dans tous les cas que tu l'avais pris pour l'aspect sportif. Tu acceptes la perte. Et par rapport aux récents résultats, c'est un joueur qui peut te coûter dans certains matchs. On l'a vu contre Lens, on l'a vu encore en Europa League. Ça fait mal. Et ensuite, au milieu de terrain, j'ai dû me résigner à vendre Tyler Morton parce que j'ai fait le choix de ne pas vendre Pavel Schulz, qui pour moi est ta garantie sportive en termes de buts inscrits. C'est trop important. C'est un joueur que tu ne peux pas libérer. Il peut jouer à tous les postes devant. Même si tu prends un numéro 9 titulaire l'année prochaine, il pourra jouer à ses côtés. Il n'y a pas de problème. Tessman, c'est assez simple. On l'a vu. Il a une valeur élevée par rapport aux cotes qu'on a vues là. C'est un joueur qui va jouer la Coupe du Monde. Il a un gros salaire. C'est évident que Tessman, si tu peux gratter 12 millions d'euros sur ce prix-là, c'est bien. Donc ici, j'ai diminué de 10 millions par rapport aux estimations du CIUS parce que je prends les pronostics. Moi, vous connaissez pourtant mon avis sur ce joueur-là qui a baissé. Mais je t'ai dit, hein, il joue plus et je suis réaliste. C'est un joueur qui est en perte totale à l'OL. On peut espérer qu'il se relance pour la Coupe du Monde. Mais on va dire que je l'ai estimé à 12, donc une perte de moins 10 par rapport au code du CIUS.
par rapport aux performances très mauvaises. Et devant, il fallait faire une vente. Je pense que le joueur qui te fait perdre le moins sportivement, c'est Malik Fofana. Maintenant, il y a son retour de blessure. Est-ce qu'on aura des offres pour Fofana? C'est la question. Mais à 25 millions d'euros, je pense que c'est des offres qui ne sont pas refusables pour l'OL. Donc, des belles économies. Voilà, 27, donc moins 2 là-dessus, j'ai estimé. Pour moi, c'est les ventes qui te font perdre le moins sportivement. Bon, Morton, ça te fait mal. 25, mais... en fait, pour te dire, c'est le montant dans lequel si tu le vends 27, c'est ce que tu toucheras à 25. Parce qu'il faut retrancher les 15% pour la Gantoise. J'ai fait ces choix-là, donc c'est difficile, mais moi, je vends pour 93 millions d'euros et j'espère que c'est suffisant. J'espère que ça suffit pour passer à DNCG. J'espère. Alors, on va passer à mon plan maintenant, qui est assez similaire, mais moi, je vais aller dans l'autre sens. Je vais d'abord commencer par l'attaque et revenir en arrière. Donc, même choix que toi devant. Malik Fofana, parce que c'était prévu comme ça qu'il parte cet été, donc blessé ou pas pendant toute la saison, pendant les 3/4 de la saison. Une blessure qui n'est pas de son fait, rappelons-le, il a été blessé par un autre joueur. Voilà, moi je l'ai mis à 27 à la cote du CUS parce que j'estime qu'il va partir un tout petit peu plus. On va essayer de tirer 30. On va essayer de. Il y a le Barça, il y a des clubs intéressés, il y a un grand groupe étranger qui bosse pour le transférer. Et je pense que cette fois-ci, il veut partir. Donc, les offres de 30 de l'été dernier, elles vont être conduites. 27, c'est ce qui restera pour l'OL. Devant, je vends personne d'autre aussi, comme toi. Ouais. Par contre, c'est au milieu que le chantier est complètement différent du tien. Alors, déjà, je vends Tanner Tessman, comme toi, mais à 15, après la Coupe du Monde avec les USA. Voilà. Donc, en dessous de 7 millions d'euros de la cote du CUS. Mais à 15, parce que j'estime que c'est le montant que l'OL réclamait. Je pense que l'OL n'a pas bougé ce montant par rapport à ce qu'il réclamait l'été dernier. Il réclamait 15. Ils n'ont pas eu mieux que 10. Là, je pense qu'ils réclameront encore 15 cette fois-ci, que lui voudra partir, parce que cet hiver, il réclamait encore 15. Et ça n'a pas bougé parce que lui ne voulait pas. Là, je pense que ce sera différent après la Coupe du Monde. Et je reste sur la possibilité de le sortir à 15, même si le problème, c'est son style de jeu qui lui interdit quand même fortement l'Angleterre. Et malheureusement, l'Italie n'a pas les moyens d'aller aussi haut. Mais on va aller sur ce pari-là. Tout autour de lui, j'ai changé complètement mon fusil d'épaule par rapport à toi. Moi, Morton, je le garde à 1000%. Même s'il y a des clubs anglais qui se tabassent dessus, j'essaie de le garder. Et par contre, je baisse la masse salariale à fond. Et comment je fais pour baisser la masse salariale? Coco, désolé, c'est le capitaine, mais pour moi, c'est l'arme lors de l'élimination face au Celta Vigo, ne trompe pas. C'est un capitaine qui sait qu'il a raté sa dernière chance de gagner un titre avec l'OL, qui sait qu'il sera plus là l'an prochain parce qu'il ne va pas prolonger. Je le vois mal accepter de baisser son salaire. Je pense qu'à l'OL, on va chercher à le sortir. J'ai mis son prix de cote, 8 millions d'euros. Je pense qu'il peut sortir à ce prix-là, qu'un club anglais ou qu'un Manchester. Manchester, la dernière. Ouais. Oui, mais je pense qu'il aura cette offre de 8. Cette offre de 8-10, il l'aura. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Ensuite, je vends Mathis de Carvalho un petit peu plus bas que sa cote parce qu'il a vraiment, il est vraiment sur la pente descendante, mais je le vends à 4. Je pense que ça peut se trouver une offre à 4 pour lui ou un prêt avec une option d'achat obligatoire à 4, un peu comme on a fait avec Sal Koumbedi. Ça se trouve facilement. Enfin, parce que je ne peux pas en faire commerce aujourd'hui, malheureusement, sa cote était à 1, je le prête, peut-être avec une option d'achat, mais je prête Aurel Mangala pour économiser son salaire qui est colossal. Comme ça, si on regarde bien ce que j'ai fait, et j'ai fait pareil que toi derrière, en baissant un peu le prix de Tagliafico, parce que je pense qu'à 33 ans, pour service rendu, ça sera difficile d'atteindre les 3 quand même. Je pense même que ça sera du 0 ou du 1. J'ai mis 2, voilà, par optimisme. Moussa, comme je t'ai dit, le prix plancher, c'est 16. Je pense qu'il peut sortir à 18. J'ai en souvenir un mouvement qui me fait dire ça. C'est Khalidou Koulibaly. Quand il signe à Al Hilal, il a 32 ans et il signe 23 millions d'euros. Là, je me dis qu'un Neom peut nous sortir un Neom peut nous sortir une petite offre à 18. Voilà, on reste dans les clous. On reste en plus 10, moins 10. Et surtout, il n'y a pas de comment. Il n'y a pas de pourcentage sur son transfert, donc ça, c'est intéressant. Et enfin, pour Maitland Niles, j'ai un peu baissé aussi, car ça ne va pas de se tabasser pour lui. C'est quelqu'un qui est très exigeant.
Au final, quand on regarde mes choix, on arrive sur un peu moins de 80 millions d'euros. On perd en expérience, mais on poursuit à fond la cure d'austérité et je pense que c'est le plus important parce que là, si on regarde bien, j'ai vendu 6 des 7 plus gros salaires. Je n'ai gardé qu'Ernest Noama. Pourquoi j'ai gardé Noama? Parce que tu n'as plus d'ailier droit. Hendrick va partir. Noama, il faut le relancer. C'est un win-win qu'il faut jouer avec lui. Donc, c'est le seul que je garde. Et on économise quand même 37,2 millions d'euros de masse salariale. Je pense que c'est très bon pour l'accord avec l'UEFA. Et je pense aussi qu'il a pu dégager suffisamment de marge pour se renforcer convenablement. Alors voilà, c'est nos deux. Je pense que j'ai perdu. Ils diront en commentaire, mais à mon avis, le Mangala, je l'avais complètement oublié, mais je l'aurais rajouté avec du recul. Je suis pas sûr que tu es perdu parce que Coco, c'est très impopulaire comme choix, mais c'est un choix. C'est pas un choix du cœur. Moi, Coco, je le vends pas, hein, si je dois choisir. Mais Coco, c'est un choix de la raison. C'est un choix de la raison. C'est la masse salariale qui va jouer de toute façon. Lyon doit redevenir un club sain au niveau masse salariale. Et pour ça, tu dois dégager toute la tête de ton classement et arriver qu'avec des joueurs qui sont dans la même gamme de prix. Tu peux pas avoir des joueurs à plus de 500 000 aujourd'hui à l'OL, même si jamais tu prends en compte les charges patronales, même si c'est beaucoup trop. Tu as un club qui est redevenu moyen. Tes salaires, ils doivent être aux alentours de 200 000 et chargés à 300 000 maxi. Tu ne veux pas aller plus haut. Pavel Schulz, c'est le bon, pour moi, c'est le bon gap. Il ne faut pas aller trop au-dessus. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord. Tout simplement. Donc on verra comment les gens vont réagir en commentaire. Ça risque d'être un peu commenté, ça. Loïc, on va conclure avec toi. On t'a pas entendu sur le sujet, mais parce que c'était une bataille de Lyonnais. Non, je voulais. Alors, juste une remarque dans plusieurs transferts. Parler d'Arabie Saoudite, de Moyen-Orient. Je pense qu'il y a des choses qui vont pas mal changer vu la situation actuelle. Les championnats sont arrêtés. Les joueurs n'auront peut-être pas envie d'y aller. Ils ont d'autres problèmes à régler actuellement que d'acheter de faire des transferts. C'est vrai. Et voilà, c'est intéressant d'un point de vue économique, c'est-à-dire quel va être l'impact finalement de la situation au Moyen-Orient qui, à mon avis, va pas, même si ça s'arrange en termes peut-être de conflits militaires, il y aura une situation assez instable qui était tout à fait l'inverse de ce qui était jusqu'à présent, de pays, par des Émirats, du Qatar, qui se voulaient au contraire des pôles de stabilité et de richesse. Là, il y a vraiment un changement de paradigme sur ce coin. Et est-ce qu'ils vont continuer sur le sportif comme ils l'ont fait ou pas? Et surtout, est-ce que les joueurs auront envie d'y aller compte tenu de la situation géopolitique? Donc, il y aura, à mon avis, nécessairement là-dessus un changement. Voilà. Et peut-être des transferts qui avaient permis de remettre des sous dans la machine européenne avec l'arrivée de l'Arabie Saoudite ces 3-4 dernières années, ça va se gripper. Alors, est-ce qu'il y aura un autre marché qui va remplacer? Est-ce que les marchés asiatiques vont remplacer cela? Je ne pense pas pour l'instant, mais ça va être un paramètre qui va être très, très intéressant sur le prochain mercato. Et ça peut... C'est vrai que j'ai pris ça en compte. Merci de le remettre en place. Est-ce que le marché anglais pourrait encore tout récupérer? La Première Ligue, qui est déjà en monopole total, est-ce qu'ils pourraient encore accentuer leur puissance financière et prendre tous les joueurs non voulus par l'Arabie Saoudite? Ça va être... à un moment, il y a un problème de place quand même. C'est-à-dire qu'on joue toujours 11 contre 11. Non, c'est vrai que le Moyen-Orient et l'Arabie Saoudite, ces dernières années, comme je dis, avaient permis de remettre un peu des pièces dans la machine en trouvant un nouveau débouché et en créant de la valeur sur un marché qui était quasiment saturé en Angleterre. Les autres championnats vont pas mieux. Si on prend la Ligue 1, par exemple, la situation n'est pas mirobolante non plus par rapport à certaines années. Et là, la crise qui, à mon avis, va persister dans les pays du Golfe va certainement fortement diminuer les possibilités de transfert qui avaient lieu jusqu'ici et même provoquer, à l'inverse, un retour de bon nombre de joueurs qui jouent actuellement là-bas et qui n'ont peut-être pas renouvelé leur contrat parce qu'ils sont pour des raisons autres que simplement sportives ou financières. C'est vrai. Du coup, c'est pas bon pour notre Niakate, ça. Oui, voilà, même s'il réalise une saison exceptionnelle et que bon, c'est vrai que Lucas, tu l'as dit toi plutôt dans l'émission qu'il y a ses erreurs dernièrement, mais si tu prends la globalité de sa saison, c'est vrai qu'il est top 3, on peut le dire, des défenseurs de Ligue 1 et pas troisième, pas forcément troisième même.
Oui, c'est vrai. Le X, c'est ces fameux matchs décisifs, ces 2 matchs décisifs en coupe où il nous a plombé. Mais il y a que là, au final, parce que c'est le patron de la défense du Sénégal aujourd'hui devant Kalidou Koulibaly. On a l'impression qu'en fait, tout roule dans son sens. Et c'est aussi pour ça qu'on se disait profil à 100% pour intéresser le golf. Mais c'est vrai que si le golf ne peut pas y aller, qui va y aller? Peut-être les Anglais parce qu'il connaît l'Angleterre et qu'il est en pic de forme actuellement, peut-être au meilleur niveau de sa carrière actuellement. Après, on oublie une chose qui, moi, j'aimerais juste, avant qu'on arrête, mais c'était sur, on masque le fait que la situation du coach, elle est importante. Il l'a répété, il aimerait retourner entraîner le Shakhtar à échéance moyen ou long terme. Si Fonseca, demain, n'accroche pas la Ligue des Champions, au pire, si l'OL n'accroche pas de Coupe d'Europe, ce qui est encore possible, on va encore jouer beaucoup de grosses équipes qui pourraient te retirer du top 6, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Fonseca de lui-même partirait? Est-ce que l'OL aurait intérêt à s'en séparer, à aller chercher un entraîneur avec un salaire moindre? On parle d'un entraîneur qui a un salaire également à 300 000 € par mois selon les sources de l'équipe. C'est énorme. Donc il y a un problème au niveau du coach. Est-ce qu'on n'est pas sur un coach qui te dérègle un petit peu ton palier financier? Moi, il y a une vraie question là-dessus. Par rapport au mercato. Attention. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du cas du coach. En tout cas, c'était une émission assez dense, la plus longue de l'histoire des émissions des talks, mais était très intéressante, très, très poussée sur les chiffres. Ça va plaire aux gens parce que là, on est en période où on s'ennuie un petit peu côté lyonnais. Il y a l'équipe de France, il y a le. Donc, on va pas se mentir. Hein. On attend que ça reprenne. Là, on a quand même hâte qu'on arrive dans ce sprint final avec ces gros matchs. Et que voilà, en ce moment, c'est surtout quand on voit communiqué médical Malik Fofana, on tremble. Donc on est un petit peu dans une situation. Ouais, c'est vrai. Dans cette situation-là. Mais c'est vrai que peut-être que la semaine prochaine, d'ailleurs, je m'attarderai sur le côté médical ou préparation physique, je vais voir. Parce que c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup cette année. En tout cas, je vous remercie à tous les deux. Merci pour cette émission. Et puis, pour tous ceux qui suivent nos vidéos, merci d'être aussi nombreux. Et puis, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Olympique Lyonnais. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.